250 millions d'utilisateurs, 275 millions de dollars de chiffre d'affaires et une valorisation de plus de 2 milliards. Des chiffres stratosphériques qui la classent au rang des plus grandes apps fitness du monde et surtout qui lui permettent de viser une cotation en bourse. Et derrière cette pépite Made in America, qui s'est exportée jusqu'au plateau de Sibérie, il y a deux hommes, deux cracks de la Silicon Valley, qui ont imaginé, avant que Google existe, une application qui permet de capturer ses sorties sportives pour les partager entre amis. Ils finiront par tout plaquer pour lancer leur appli de rêve en imaginant un modèle économique assez particulier, mais qui a fini par payer. Et oui, après des années sous pression financière, Strava a explosé avec un petit virus qui a frappé le monde entier. Mais l'app préférée des sportifs a ses zones d'ombre. Strava détient des données sensibles sur les déplacements des utilisateurs qui auraient été utilisés, entre autres, pour planifier l'assassinat d'un général russe et qui ont permis à des journalistes de pister les résidences de Joe Biden et d'Emmanuel Macron lors de déplacements officiels. Bref, vous allez voir, c'est passionnant, alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'ascension de Strava. Notre histoire commence il y a plus de 30 ans, en 1994, et oui, c'est bien avant que Google et Facebook existent. Deux jeunes diplômés de Harvard, Michael Horvath et Mark Gainey, viennent de découvrir Internet. Très rapidement, c'est le coup de foudre. Ils trouvent l'outil incroyable et se rendent compte qu'ils ont une mine d'or entre les mains. Alors nos deux meilleurs amis se donnent rendez-vous dans le bureau de Michael Horvath à l'université de Stanford, où il enseigne le business pour brainstormer. Et rapidement, ils pensent sport. Ils se sont rencontrés au club d'aviron d'Harvard et sont passionnés d'efforts physiques. Ils se mettent d'accord sur un but, essayer de recréer l'ambiance de leur club d'aviron, là où ils ont leurs meilleurs souvenirs d'université, mais en ligne. Mark et Michael veulent créer une sorte de vestiaire digital. En clair, un endroit pour débriefer collectivement son entraînement. Michael Horvath et Mark Gainey sentent qu'ils tiennent un truc. Ils partent en quête de partenaires et d'investisseurs potentiels. Problème, personne n'y croit. On leur dit que trop peu de gens sont connectés au web pour que le projet prenne et que de toute manière, les gens ne voudront pas partager leurs données avec des inconnus. À force de pitcher le projet, ils tombent quand même sur une idée qu'ils vont transformer en mine d'or. Tout le monde leur dit que s'ils lancent un site, ils vont finir submergés de mails. On est au début d'Internet et les entreprises sont démunies face à la nouvelle habitude des consommateurs de les contacter par mail plutôt que de passer par leur standard téléphonique. Et c'est décidé, les deux diplômés d'Harvard pivotent complètement. À la place d'un site pour sportifs, Mark et Michael lancent Kana Software, un logiciel pour aider les entreprises à gérer leurs mails. Et c'est un énorme succès. En 3 ans, ils introduisent carrément leur entreprise en bourse. À son max, elle atteindra même les 10 milliards de dollars de valorisation, portée par la bulle Internet des années 2000. Mais en 2005, après presque 10 ans de travail acharné, la vie de patron les ennuie. Ils revendent donc leur part. Pour des montants colossaux, Mark aurait lui empoché jusqu'à 17,1 millions de dollars. Maintenant multimillionnaires, les deux entrepreneurs s'attablent à un café et listent les entreprises qu'ils admirent. Nike, Patagonia, Starbucks, ils aimeraient bien créer ce genre de groupe qui marque la culture pop américaine. Mais ils n'ont pas d'idée précise. Après des mois passés à échanger au téléphone sur leur prochain projet de start-up, à l'été 2006, ils s'enferment 3 jours dans une cabine des montagnes du Colorado pour un dernier brainstorming. Et c'est là qu'ils ressortent leur idée de salle de vestiaire digitale du placard. Mais l'aspect technique du projet reste flou. Et face au marché des trackers d'activité pour sportifs qui commencent à se structurer, ils ont du mal à avoir des idées vraiment innovantes. Mais ils décident de s'entourer d'une petite équipe et essaient de travailler sur le sujet. La recrue star, c'est cet homme, Davis Kitchell, que Michael a rencontré le jour de ses 40 ans. C'est un bidouilleur de génie et fanat de sport qui a étudié l'informatique et la philo. Davis lui présente son dernier projet, créer un appareil GPS capable de déterminer à quelle vitesse il traverse la rivière en aviron. C'est la première fois que Michael entend parler de cette technologie. Il n'hésite pas une seconde et embauche Davis. Alors oui, Mark et Michael peuvent se permettre de recruter sans avoir généré le moindre centime, tout simplement parce qu'ils sont multimillionnaires. Et ça aide. Davis planche sur l'application et il met au point 2 innovations majeures. D'abord, en 2008, le classement par segment, aujourd'hui encore au cœur de Strava. En clair, chaque utilisateur peut voir sa perf en entraînement classée par rapport à celle des autres passés au même endroit. Et ça rend addict.
Ensuite, Davis affine le traçage GPS des utilisateurs pendant l'entraînement, ce qui permet d'avoir son parcours précis en rentrant à la maison. Encore une fonctionnalité qui fait la différence. En 2008, Michael Horvath et Mark Gainey lancent une version bêta de Strava seulement pour cyclistes et juste compatible avec les montres de sport Garmin. Grâce à Davis, ils ont une application excellente, pleine d'innovations, mais cette app, il faut la faire connaître au public. Et c'est là que nos deux entrepreneurs vont jouer des coudes. Concrètement, tous les moyens sont bons pour inscrire des utilisateurs à leur site. Ils vont même jusqu'à acheter des centaines de montres Garmin pour les distribuer à des cyclistes pour qu'ils rejoignent Strava. Et ils font le tour des assos de vélos du coin pour pitcher leur projet à leur cœur de cible, qu'ils surnomment les Mamils, les Middle-aged Men in Lycra. Et ça marche assez bien. En un an, l'app compte 5000 utilisateurs. Ça y est, il est temps pour eux de lancer officiellement Strava le 1er janvier 2009. D'ailleurs, le nom est un clin d'œil aux origines suédoises de Michael. Dans sa langue natale, Strava veut dire persévérer, lutter pour atteindre un objectif. C'est là que Mark et Michael activent aussi ce qui deviendra le cœur de leur business plan, un abonnement payant qui donne accès à des stats avancées ou encore des plans d'entraînement. Mais ça ne suffit toujours pas. L'application a besoin de capital pour se développer et l'argent des fondateurs ne suffit pas. En janvier 2011, Strava signe une première levée de fonds de l'ordre de 3,5 millions de dollars, une autre de 12,6 millions suit en juillet. Cette même année, Strava arrive sur mobile et étend son offre aux coureurs. Au début, la base d'utilisateurs de Strava augmente de manière assez stable, surtout parmi des sportifs confirmés qui veulent améliorer leur performance. Et les chiffres d'engagement et de rétention des utilisateurs sont bons. Mais la réalité va vite rattraper les entrepreneurs. Si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément pour produire ces vidéos. Un grand merci pour ça et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'Actionnaire, c'est avant tout une newsletter quotidienne, gratuite, lue par plus de 80 000 personnes. Tous les matins, du lundi au vendredi, vous recevez un petit récap de l'actu éco et financière. C'est accessible, c'est facile à lire en 5 minutes et ça vous donne une vraie longueur d'avance et une compréhension sur les sujets ultra importants. Passez par le lien en description pour vous abonner. Alors vous le verrez, vous ne le regretterez pas et de toute façon, vous pourrez vous désabonner. Bref, on revient aux premières difficultés de Strava. L'entreprise est très endettée puisque ses levées de fonds s'appuient aussi sur de la dette. En clair, Strava a financé sa croissance par la dette. Et pour ne rien arranger, le site paye les conséquences de son arrivée tardive sur mobile. Des apps comme Runtastic, Under Armour ou MyFitnessPal écrasent Strava dans l'App Store. À ces difficultés s'ajoute la tragédie que va bientôt devoir traverser Michael Horvath. En 2013, sa femme et la mère de ses 4 enfants est diagnostiquée d'un cancer métastasé. Elle n'a plus que quelques années à vivre. En apprenant ça, Michael Horvath, effondré, commence par se dire qu'il réussira à tout mener de front, diriger Strava, s'occuper de ses enfants et accompagner Anna. Mais son cofondateur, Mark Gainey, lui dit qu'il risque de regretter toute sa vie les moments qu'il passera loin de sa femme. Michael accepte et quitte les bureaux de son entreprise pour s'installer dans un ranch du New Hampshire en famille. Là, il se consacre entièrement à Anna jusqu'à son décès en 2017. Entre-temps, son associé Mark a pris les rênes de la start-up. Mais en 2016, il se retire à son tour pour se concentrer sur des projets parallèles. C'est James Quarles, un ancien d'Instagram, qui prend sa place. Alors James tente d'innover pour que Strava ressemble plus à un réseau social qu'à une app de sportifs. Et il augmente la palette de sports couverts, au crossfit, à l'escalade et même au yoga. Mais ces choix ne rassurent pas vraiment les investisseurs. Surtout, l'entreprise n'a pas réglé son problème d'endettement et elle est toujours pas rentable. À cause de tout ça, Mark et Michael décident de reprendre la tête de Strava en novembre 2019. Mark revient comme CEO et Michael comme directeur exécutif. Et leur retour n'est pas d'une grande simplicité. La boîte est passée de 80 à 400 salariés depuis le départ de Michael. Et justement, il doit faire passer la pilule d'un licenciement massif aux troupes de Strava. Le jour de son retour, il annonce un plan social massif. 13% des salariés de la boîte sont remerciés dans l'espoir que Strava devienne enfin rentable. Mark et Michael décident aussi de réorienter l'entreprise. Ils décident de consacrer 90% des activités sur l'amélioration du service d'abonnement contre 20% jusque-là. En parallèle, ils réduisent la diversification des services de l'app pour se concentrer sur le partage de ses entraînements. Et tout ça, eh bien ça marche. En 2020, Strava passe dans le vert pour la première fois. L'appli compte alors 55 millions d'utilisateurs à travers le monde,
pour 98 millions d'euros de revenus annuels. Mais ça, c'est sans compter un petit virus qui va faire exploser les compteurs. Avec le Covid, la culture fitness explose parce que tout le monde devient plus inquiet sur son état de santé. En particulier, les sports qui se pratiquent seuls, comme le vélo et la course, connaissent un succès historique. Et ça tombe bien, ces sports sont la spécialité de Strava. En parallèle, il y a une autre entreprise qui a aussi profité de toute cette énergie positive pendant le Covid. Concrètement, après les longues séances d'endurance fondamentale, les coureurs ont été de plus en plus préoccupés par leur récupération. Strava a d'ailleurs commencé à publier des posts sur son blog pour insister sur son importance. Une étude menée par l'INSEP et l'European Sleep Center a aussi montré qu'un changement de literie vers des modèles plus confortables et adaptés augmentait de 39 minutes la durée du sommeil profond chez les athlètes, tout en réduisant les micro-éveils de 18%. Ce qui permet donc de mieux récupérer physiquement et mentalement, mais aussi de réduire le stress oxydatif qui impacte notamment la peau. Résultat, de plus en plus d'athlètes se sont tournés vers les spécialistes de la literie dont fait partie Emma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emma, ce sont des experts du sommeil qui proposent de nombreux produits de literie haut de gamme conçus pour offrir le meilleur sommeil. Et aujourd'hui, Emma, c'est l'une des références en Europe pour la literie. Vous avez plein de choix pour tous les budgets parmi plusieurs gammes d'oreillers, de couettes ou de linge de lit. Et ils sont surtout très connus pour leurs matelas, dont notamment le Original 2, qui a reçu cette année le titre de meilleur choix dans un test comparatif du UFC Que Choisir. Ce qui plaît aussi chez Emma, c'est que leurs matelas sont garantis 10 ans. La livraison et le retour sont gratuits, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais, et en plus de ça, vous avez aussi 100 nuits pour l'essayer tranquillement, donc vous ne prenez aucun risque. Et vous n'avez même pas besoin d'attendre puisque c'est déjà le Black Friday chez Emma. Grâce au code actionnaire, vous avez moins 10% sur tous les produits déjà en promotion avec le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici. Cliquez directement sur notre lien en description, le code est valable du 30 octobre au 1er décembre. Bref, on en revient donc à Strava. En quelques mois, l'app explose. En avril et en mai 2020, au plus fort de son boom pandémique, Strava gagne 3 millions d'abonnés par mois. Oui, c'est absolument stratosphérique. Et je vous invite au passage à en faire de même pour la chaîne actionnaire. En un an, elle gagne 23 millions de nouveaux utilisateurs. C'est à ce moment-là que Strava s'étend au-delà de la niche des ultra sportifs pour devenir une app qui fait vraiment partie de la culture pop. Elle devient la 3e app fitness la plus lucrative au monde, seulement dépassée par Calm et MyFitnessPal. Résultat, sa valorisation atteint des sommets. En 2020, à l'issue d'une levée de fonds menée en partie par Sequoia Capital, ce fonds d'investissement qui a cru en Apple et TikTok avant les autres, Strava est valorisé 1,5 milliard de dollars. D'ailleurs, elle profite du cash récolté pour faire une petite virée shopping et racheter ses concurrents. D'abord, elle rachète FatMap en janvier 2023, une application de cartographie 3D adorée des randonneurs et freeriders parce qu'elle permet une visualisation 3D de ses itinéraires dans des endroits où Maps galère souvent. En réalité, beaucoup de fans de FatMap reprochent à Strava d'avoir fait fermer leur application préférée sans avoir vraiment intégré les meilleures fonctionnalités. Un petit peu comme Twitter a fait avec Vine à l'époque. Strava met ensuite la main sur l'appli de cyclisme Breakaway, puis sur Runna, une app britannique. Sa spécialité, utiliser l'IA pour proposer aux sportifs des plans d'entraînement personnalisés. Ces deux acquisitions se font dans un même but, améliorer le coaching spécialisé disponible sur abonnement. Et oui, vous l'avez compris, la partie payante de l'app est l'obsession des deux fondateurs. Et ça, c'est parce que Strava n'a pas le même business model que ses principaux concurrents, des apps comme Runtastic ou Runkeeper. En fait, dans les années 2014-2015, toutes ces apps ont été rachetées par les grands noms du sportswear. En 2015, Runtastic a été racheté par Adidas et MyFitnessPal par Under Armour. Runkeeper, elle, s'est faite racheter par ASICS en 2016. Et ces acquisitions ont complètement bouleversé le modèle éco de ces apps, puisqu'elles se sont mises à servir de plateforme pour attirer leurs utilisateurs vers des produits, des marques qui les avaient achetés. Alors que Strava a pu rester plus proche des besoins de sa communauté grâce à son indépendance. Donc, à la sortie du Covid, Strava se démarque de ses concurrents par son modèle économique. Et l'app est devenue mondialement connue, avec 95 millions d'utilisateurs en 2022 et 120 millions en 2023. Cette année-là, en décembre, Michael en profite pour raccrocher les crampons et s'occuper un peu de sa famille. Il a aussi quelques idées de start-up, mais pour l'instant, aucun de ses projets n'a été rendu public. C'est un ancien boss de YouTube, Michael Martin, qui prend la tête de Strava. Ses défis, préparer la cotation en bourse de l'entreprise, continuer à fidéliser la base abonnée qui assure le gros des revenus de l'app et aider Strava à prendre le virage IA
pas forcément bien réussi pour l'instant. D'ailleurs, quelques mois après l'arrivée de Michael Martin, Strava a dévoilé son coach IA, Athlete Intelligence. Mais ses premiers utilisateurs semblent l'avoir trouvé décevant. L'un d'entre eux raconte même qu'après une sortie sportive, il a fini à l'hôpital, ce à quoi l'IA l'aurait félicité pour sa performance. Donc Michael Martin et ses équipes ont encore du pain sur la planche pour créer un coach qui apporte vraiment de la valeur à ses utilisateurs. Mais le futur semble sourire à l'appli, surtout si sa cotation en bourse en 2026 se confirme. Après, vous imaginez bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La folle croissance de Strava a aussi été marquée de controverses et de bad buzz. Dès ses débuts, Strava a été accusé d'alimenter une course à la performance potentiellement malsaine, voire dangereuse. En 2010, 2 ans après son lancement, le cycliste Kim Flint meurt, percuté par un 4x4 alors qu'il fonçait à 64 km/h en descente pour tenter de regagner son titre de roi de la montagne sur un segment de route Strava. Sa famille porte plainte pour décès injustifié et manquement à son devoir de protection envers Strava. Alors certes, l'appli est vite blanchie. Un juge de San Francisco classe la plainte sans suite, à cause de l'acceptation implicite du risque que prennent les cyclistes en enfourchant leur vélo, et aussi à cause des conditions d'utilisation de Strava, qui précisent que l'app n'est pas responsable des dangers d'un entraînement. Mais ça montre bien les comportements risqués que l'app peut encourager chez ses fans. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire là-dessus. Après cet événement tragique, Strava exclut les passages en descente de ses classements à vélo et adapte sa carto pour signaler les passages risqués. Autre défi de l'appli, régler les problèmes de triche. Il faut dire que les tricheurs Strava sont créatifs et ne reculent devant rien. Certains, par exemple, vont jusqu'à embaucher des gens pour courir à leur place, puis ils prétendent que ces performances sont les leurs sur les réseaux sociaux. Et ce marché de la fausse course se porte bien. À Jakarta, en Indonésie, cet adolescent se fait entre quelques centimes et 5 € par course pour ses clients, souvent des businessmen qui n'ont pas le temps de faire du sport. D'autres font leur parcours en voiture ou en vélo électrique ou se dopent carrément pour avoir les meilleurs chronos possibles. Mais depuis le mois de mai, Strava utilise l'IA justement pour purger toute activité suspecte de ses classements. Autre gros défi de Strava, gérer le fait que ses utilisateurs rendent publiques sur l'application des informations qui peuvent les mettre en danger si elles tombent entre de mauvaises mains, comme leur adresse, voire même des infos qui peuvent compromettre la sécurité des États ou des armées. C'est arrivé en 2018, pendant l'été, cet étudiant australien en sécurité internationale a retrouvé grâce à Strava toutes les bases américaines en Syrie. Même chose pour l'Irak et l'Afghanistan. En clair, les militaires américains continuent à poster leurs itinéraires de course quand ils sont déployés au Moyen-Orient, révélant ainsi leur position et leur identité au public. Strava conseille alors aux forces armées d'activer une option pour que leurs activités n'apparaissent pas sur sa map. Mais le message a du mal à passer dans ce milieu de fanas de sport et les bad buzz s'enchaînent. En 2020, c'est au tour de Mediapart de révéler qu'ils ont trouvé environ 800 profils Strava susceptibles d'appartenir à des soldats français et 200 profils susceptibles d'appartenir à des membres des forces spéciales. Des enquêtes du Monde ont même retrouvé les gardes du corps des plus grands dirigeants mondiaux sur Strava, ce qui révèle des infos sensibles comme leurs hôtels et lieux de résidence lors de déplacements étrangers. Concrètement, le journal a pu pister Macron dans des déplacements à Tokyo, à Jérusalem et en Suède. En croisant plusieurs données publiques, le journal a aussi retrouvé l'identité de 26 membres des services secrets chargés de la sécurité de Biden. En Russie, le meurtre d'un haut gradé va d'ailleurs illustrer de manière concrète le danger que ça représente. Allez, je vous en parle. On est en juillet 2023 dans la ville de Krasnodar. Le capitaine Rychki, désolé pour la prononciation, haï des Ukrainiens, est tué par plusieurs balles dans la poitrine en plein jogging dans un parc de la ville. Coïncidence, on ne sait pas. Mais en tout cas, parmi les utilisateurs ayant liké le dernier post Strava de Rychki, figure le directeur du renseignement militaire ukrainien. Mais quelque part, cette faille de sécurité montre aussi le succès fou de Strava. Ses utilisateurs sont tellement fidèles à l'appli qu'ils n'arrivent pas à se détacher de l'app, même quand leur sécurité personnelle en dépend. Et depuis quelques semaines, Strava fait face à un autre défi, une action en justice qui pourrait retarder pas mal de choses. Le 30 septembre dernier, l'entreprise a porté plainte contre le fabricant de montres connectées Garmin. Elle l'accuse d'avoir copié sa heatmap, pourtant protégée par un brevet, et de violer son brevet sur les segments de route, qui forment la base de son classement des utilisateurs. Bon, sans rentrer dans les détails, la situation est un peu complexe et pas gagnée d'avance pour Strava.
Et cette bataille judiciaire pourrait durer des années. Surtout, elle pourrait inquiéter les banques d'affaires et investisseurs dont Strava doit s'entourer pour réussir son entrée en bourse, planifiée normalement en 2026. Donc pour l'instant, c'est le flou et les fans de sport ne comprennent pas trop pourquoi leur appli de cœur vise leur montre chouchou. Surtout que les demandes de Strava dans sa plainte sont très agressives. L'app demande à ce que toutes les montres Garmin soient retirées du marché. Alors oui, c'est peut-être un petit peu excessif, surtout quand on sait que c'est grâce à Garmin que Strava s'est lancé. Alors, est-ce que Garmin a volé Strava et l'appli a-t-elle raison de s'attaquer aussi agressivement à son ex-allié ? C'était Dylan, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle vidéo vous souhaiteriez voir.